Cette semaine à Info TV Laval, une ribambelle d'invités pour célébrer le printemps. Nous avons premièrement un petit reportage sur TEDx Youth Laval. Nous avons Francine Bouchard du Salon de l'Emploi 40+, et de l'Association Midi 40. Nous avons Joanne McMillan et Geneviève Duval qui viennent nous parler de Lire ça se vit, une nouvelle campagne du regroupement Lavallois pour la réussite scolaire. Nous avons Nicolas Vincent-Poirier qui nous parle de Curse of Loyola et un nouveau film de Marvel. Nous avons Stéphanie Proto, chronique beauté avec microblading. L'humoriste Martin Turgeon nous parle de son nouveau spectacle, ainsi que Jean-Jacques Lapierre et son invité cette semaine, Liane Dufour, ainsi que Jean-Jacques, qui sera mon invité tout spécial à moi pour nous parler de la sélection d'une maison de retraite. Vous êtes prêts? On y va. 4, 3, 2, c'est parti. Eh bien, cette semaine, c'est pas un invité que j'ai, c'est un comparse. C'est la première fois qu'on se voit à l'écran. Première fois qu'on a ce plaisir. On se voit toutes les semaines, c'est mon co-animateur, Jean-Jacques Lapierre. Salut Jean-Jacques, ça va bien? Bien sûr, moi, ça va bien. Écoute, aujourd'hui, tu me viens de parler d'un sujet qui tient à cœur très particulièrement parce que tu es passé par là récemment dans les derniers temps. C'est de bien choisir sa maison de retraite. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile. C'est pas facile d'abord parce que les aînés, souvent, on tarde beaucoup trop avant de choisir sa maison, avant de disposer de sa propre maison. Ouais. Et puis lorsqu'on dispose sa maison, d'abord, on a les souvenirs à conserver. Ouais. On a un paquet de choses et qu'il faut absolument donner ou vendre peut pas tout ramener, de se départir. C'est ça. Et puis, choisir sa maison, c'est pas si facile parce que tu pars d'un 12 appartements, tu t'en vas dans un 4,5, tu vois un petit peu la difficulté que ça peut avoir. Et déjà au niveau entreposage, là. Absolument. Et puis, choisir sa maison aussi, c'est pas si facile. D'abord, il y a des entités qui ont 250 personnes, 250 logements, d'autres qui en ont 800, d'autres 900, d'autres qui en ont 50. Ouais. Alors, quoi choisir? C'est parce que c'est différent pour chaque personne. Oui, évidemment. Toi, qu'est-ce qui était important pour toi? Ben oui, moi, j'ai mal choisi. Moi, j'ai fait une erreur et puis je vais la modifier à la fin de mon bail, je vais changer d'endroit. Pourquoi? Parce que il faut que ça réponde à mes aspirations et éventuellement, il faut que tu penses qu'actuellement, je suis en forme, je voyage, ça. Mais dans 5 ans, si je suis plus capable de conduire, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je sors tous les jours. Actuellement, on va manger au restaurant tous les jours. Alors, on a du plaisir. Ouais. Mais dans 5 ans, si je n'ai pas cette possibilité-là, qu'est-ce que je vais faire? Okay. Alors, donc, la maison que tu es présentement, ça ne ferait pas? Non, ça ne fera pas. Alors, pour toutes sortes de raisons, la qualité des repas, le prix des repas, le genre d'activité qu'on peut avoir. Les gens aussi qui fréquentent, qui vivent là, est-ce qu'il y a une certaine énergie aussi? J'imagine qu'il y a une certaine compatibilité avec les gens. Oui, énergie. Et c'est formidable. Mais souvent, cette énergie-là, il faut qu'elle soit soutenue par l'organisme, par le locataire. Ouais. Alors, parce qu'ils ont un devoir de propriété, d'opération, souvent qu'ils ne donnent pas. Et alors, ils ont des devoirs à donner parce que tu as une clientèle captive, souvent qu'on abuse de cette clientèle-là. On abuse dans les poches. Oui, parce que ces gens-là, par exemple, on sait qu'ils ne peuvent pas sortir. Alors, on va augmenter le loyer, le loyer facilement. Au lieu de le renouvellement de loyer, de charger 2,2 %, ça va être 2,4 Est-ce qu'il y a des activités aussi que normalement seraient supposées être là, qui finalement se passent? Ou qu'on n'a pas, qu'on réduit les activités. L'endroit où je suis, par exemple, auparavant, il y a quelques années, il y avait, mettons, des après-midi, on servait le café, c'est pas grand-chose. Maintenant, il n'y en a seulement qu'une. Il n'y a seulement qu'une. Fait que pourtant, c'est mineur. Ouais. Alors, la qualité des repas aussi. Tu es obligé de se plaindre, tu es obligé d'insister, parce qu'il y avait des repas qui chargent 18 $ le repas, mais c'est des repas à 10 $ que tu as partout. Alors, la clientèle, comme la clientèle est captive, elle ne peut pas aller ailleurs. Ouais. Alors,
on abuse de autres. Et occasionnellement, par exemple, pour Pâques, ça, on va faire un surplus, un spécial de Pâques, 10 $ de plus, parce qu'on vend des cartes, d'un ensemble de repas que tu payes d'avance, 400-500 $. Wow. Et puis, si tu es malade ou quoi que ce soit, ben, tu perds tes cartes. Tout ce qu'il y a. OK, Alors, donc, il faut vraiment être vigilant. c'est vigilant. Comment est-ce qu'on fait pour savoir ça, sans nécessairement devoir déménager, aménager dans l'endroit pour finalement se rendre compte? Qu'est-ce que ce serait, toi, Jean-Jacques, le meilleur conseil que tu pourrais donner aux gens à la maison? Bien visiter puis les petits détails, parce que souvent, on ne s'attend pas. Et moi, je suis arrivé, en a visité, l'endroit, c'est vraiment intéressant quand tu y vas, les journées d'ouverture. Un pianiste qui est là, les fleurs, puis un accueil, bonjour, ça. Ouais. C'est merveilleux. Mais disons que tu vas visiter un logement, tu ne fais pas attention. D'un coup, tu t'aperçois, un coup que tu as loué, tu t'aperçois que tu as une douche qui a 26 par 26. Tu fais pas grand gymnastique dans cette douche-là. Alors, ce sont des petits détails que tu vois pas. Alors, il faut voir ça, ces petits détails-là. Il y a des détails aussi que tu n'as pas besoin. Alors, il y a des gens, par exemple, tu as beau avoir une belle grande piscine, mais si toi, tu n'utilises pas la piscine. Ça a beau être beau, mais c'est ça. Si tu payes pour le service, c'est ça, parce qu'il n'y a rien qui est donné, hein? C'est vrai. Pas là. C'est vrai, c'est un hôtel, en fait. C'est ça. Tous les centres pour personnes âgées, ça coûte cher. Ça coûte cher. C'est au-dessus de 2000 puis entre 2000 et 3000 $ par mois. Par mois de loyer. Mais ça, c'est alors, les repas, c'est tout, les extras, là. Si tu payes pour les services que tu n'as pas besoin, quand même tu as la piscine, quand même tu as le sauna, le tourbillon, tu y vas jamais, ça sert à rien. Alors, il faut bien choisir par rapport à ça, voir quels sont tes besoins actuels et quels vont être tes besoins futurs. Ils sont difficiles à prédire quand même. Comme là, on va dévoiler ton âge. J'ai 82 ans, moi. Tu as 82 ans, tu es Oui. super en forme. Moi, je te vois à la station toutes les semaines, puis en bon français, tu flatules la flamme pour ne pas dire tu pètes le feu. Écoute, comment est-ce qu'on fait pour prévoir ça? Parce que tu sais pas, je sais pas, ton docteur ne le sait pas. Il faut aller rencontrer. Il ne faut pas avoir peur de questionner les gens qu'on connaît. Puis de questionner, de ne pas avoir peur de visiter. Lorsque c'est gros, tu as 800 personnes, tu as des services pour 800 personnes, tu as des activités pour 800 personnes. Ils ont des théâtres, ils ont des pièces, et ils ont assez de un monde. meilleur volume, meilleure rétribution de la richesse. Mais alors, si j'ai besoin, pour moi, ça va être un besoin pour moi. Ouais. Mais personne, il y a des gens, eux autres, qui sont 200 personnes, sont là, c'est tranquille, c'est un petit service bien, bien simple. Ils n'ont pas besoin de plus. Il y a besoin des services infirmiers qui deviennent importants aussi. Ça, c'est tout. Il faut mettre ça dans le poids de la balance et puis vraiment regarder sa propre situation, la situation de son conjointe aussi. Absolument. Parce que oui, mais écoute, un gros merci, Jean-Jacques. Mais le plaisir est pour moi. Je te souhaite le mot de Cambronne avec la suite. Bonne chance avec la suite parce que, écoute, t'es un gars dans le vent, t'es un gars dynamique, puis on veut que tu sois choyé dans ton milieu de vie. T'es bien gentil. Merci beaucoup. Un gros merci. Jean-Jacques Lapierre, mon comparse que vous verrez dans quelques instants. Aujourd'hui, on reçoit Martin Turgeon, humoriste lavallois. Salut, Martin. Salut, ça va bien? Ça va super bien, toi? Yeah! All right. Alors, tu viens nous parler parce que t'es un gars de la place. Oui. Tu roules ta bosse depuis un certain temps. Mais moi, je veux savoir d'où tu viens. C'est quoi ton parcours? Ben écoute, j'ai commencé par être professeur d'art dramatique. Oui. Dans la vie. Puis après Oui. ça, à 32 ans, moi, depuis que j'ai l'âge de 10 ans là, que je veux faire humoriste, Toi, tu le savais. j'ai toujours écrit, j'ai toujours fait des... Tu sais, moi, en 4e année, ma prof, tous les 2 vendredis, elle me laissait faire quelque chose, un lip-sync. Tu sais, j'ai toujours voulu être en avant, j'ai toujours voulu être... OK. pas nécessairement drôle. Je dis non, parce que souvent, c'est sûr, je suis un humoriste, mais je me considère un communicateur. Ben, ça fait partie de la job aussi. Tu sais, Oui. Un bon humoriste, il y a un côté d'acting, on s'entend, mais il y a aussi un côté de raconteur, exact, delivery, punchline. Ça ressemble beaucoup au théâtre. Ben, exactement. Puis, tu sais, dans le fond,
moi, je suis en train d'écrire une conférence. Mon spectacle pour enfants sort au mois de mai. Fait que, tu sais, moi, j'ai jamais... tu sais, souvent, au Québec, on aime ça, mettre le monde dans des cases. Ouais. Moi, je fais fuck off. OK. Aucune cause. J'ai toujours trippé, travailler avec les enfants. Fait que j'ai fait, je vais faire un spectacle pour enfants. Je suis un raconteur d'histoire. Fait que, tu sais, j'ai fait avec ça. J'ai mon spectacle d'humour, j'ai la conférence. Fait que c'est toutes des affaires qui touchent des affaires différentes. OK, cool. Et puis, en tant que prof d'art dramatique, tu étais déjà baigné par la jeunesse, tu étais déjà là en train de leur montrer des trucs. Fait que, on sent qu'il y a déjà une connexion qui est là. Qu'est-ce que tu trouves qui serait le lien le plus fort entre le toi d'aujourd'hui et le toi que tu étais à l'époque ou ce que tu voulais être le toi d'aujourd'hui? Mais je veux dire quelque chose, bien franchement, quand j'étais dans les écoles, l'humoriste était pas loin, il était jamais loin. T'sais. C'est pas ça, il faut que tu sois sur la balle. Devant, j'avais la chance d'être en art dramatique. Tu me disais, si t'arrêtais prof de français, je suis pas sûr que ça aurait été la même affaire. Là, l'impro était un petit peu plus au oui, rendez-vous. mais tu sais, puis je taquinais beaucoup mes élèves, j'étais beaucoup avec eux, j'étais beaucoup dans un esprit de... En fait, une des plus grosses forces que j'ai dans n'importe quoi je fais, c'est que j'ai une facilité de rassembler le monde alentour de moi, puis de faire en sorte qu'ils se sentent comme s'ils me connaissaient depuis 10 ans. Ben, c'est la faculté des grands humoristes aussi, là. Puis toi, t'as commencé, là, quand tes premiers balbutiements, t'étais enfant, tu dis « Hey, j'aimerais ça, compter des jokes ». C'est qui t'a influencé? C'est moi, à 12 ans, je me souviens plus si c'est 10 ou 12. Dans ces eaux-là, mes parents écoutaient, je me souviens encore, au beau dimanche, mes parents écoutaient le spectacle du retour d'Yvon Deschamps. OK. À la place des arts, je crois. Oui, c'est ça. Puis il avait arrêté dans les années 80, puis je me souviens plus c'est quelle année, mais c'était le retour d'Yvon Deschamps. Puis là, il faisait un peu ses monologues forts avant de faire US qu'on s'en va. Oui, OK. Puis quand je l'avais vu, je me souviens, je comprenais pas ce qu'il dit. Je ne fais pas semblant, là, je comprenais pas trop. Non, c'est ça, il y a beaucoup de deuxième, troisième niveau dans ces champs. C'était pour adultes, tout ça, on va se le dire. Mais il y a une chose que je comprenais, c'est les rires des gens, puis la façon, l'étoile que je voyais dans les yeux d'Yvon. Ouais. Puis ça, j'ai fait... Ça, je le veux. Ça, je veux. Je savais pas quoi faire. Puis c'est pour ça que je suis allé en art dramatique en premier, parce que je pensais que c'était vers là. Jusqu'au jour où je me suis aperçu, non, moi, je suis pas faite pour acter dans la vie. Je suis faite pour communiquer. Puis l'humoriste, c'est vraiment celui qui communique. Tu sais, le stand-up, c'est d'une discussion que tu as avec... Au lieu de l'avoir qu'une personne, tu l'as avec 2, 3, 7. Oui. Et puis aussi, tu as un style d'humour qui est particulier. Parle-moi de ton style d'humour, parce que ça te différencie de loin des autres. Bien, c'est que je fais de la réflexion sociale, mais au lieu d'être... tu sais, Maxime Martin fait de la réflexion sociale, Laurent Paquin aussi, Guy Nantel, mais c'est du stand-up pur qu'ils font. Fait que c'est du one-line punch. Moi, ce que je fais, c'est... je vais te dire qu'est-ce que je pense de quelque chose dans la société. Puis après ça, je vais te monter mon argumentaire, mais c'est des anecdotes. Fait que je te raconte des histoires. Que tu as personnellement vécu. Que j'ai vécu, ou des fois, ça peut être des choses que d'autres ont vécues, qui m'ont conté. Puis je vais parler de ça pour te prouver le point que j'essaie d'amener sur la société. Mais ce qui me différencie beaucoup de tous ceux qui font de la réflexion sociale, c'est le côté positif que j'ai. Parce que la plupart sont dans la négativité des choses. Tandis que moi, le spectacle, ça s'appelle « Heureux malgré tout ». Puis ça s'en vient au Cabaret C le 15 mai, justement. Envoie-nous là-dessus. Bien, écoute, justement, c'est au Cabaret C le mercredi 15 mai. Il y a encore des billets en vente. Il n'en reste pas tant que ça, par exemple, mais il y a encore des billets en vente sur le pointdevente.com. Et puis, ou sinon, vous pouvez aller aussi sur ma page Facebook, Martin Turgeon, humoriste. Et puis ça, il y a manière de s'arranger de cette façon-là aussi. Parce que tu roules ta bosse vraiment beaucoup. T'sais, on s'entend que de passer d'un poste rétribué à chaque semaine, tu tapais et tout. Là, la carrière d'humoriste comme musicien, il faut que tu te promènes partout. Donc là, cette saison, tu animes beaucoup de festivals. d'humour qui s'en viennent. Tu vas faire le Royal 2 fois, Pavillon Wilson 2 fois, Kings et Falls, Saint-Barbe. Bientôt, ça ajoutera Québec, Gatineau, Rive-Sud de Montréal, quelques autres places. Écoute, où est-ce que tu trouves le temps de tout faire ça? Ou est-ce qu'on fait le temps pour faire ça? Bien non, c'est sûr qu'on fait le temps pour faire ça. Puis, tu sais, dans le fond, moi, je suis TDAH dans la vie. Fait que j'ai, comment je pourrais dire ça, une créativité qui est énorme. C'est sûr que, tu sais, mais un coup que tu comprends comment marche le TDAH, tu pognes des trucs pour t'organiser. Faut que tu sois over-organisé, contrairement à toutes les autres, dans le fond, tu sais.
Mais ce que ça fait, c'est que justement, j'ai plusieurs projets de front. Je les mène tout à terme. Ça fait en sorte que, justement, les shows, les shows que tu as dit là, c'est ça, c'est ceux dans les salles, parce que à part ça, moi, je fais à peu près 200 shows dans une année, là. Ouais. Fait que je suis toujours pas mal parti. Mais ça fait partie de la job aussi, tu sais. Moi, si tu veux pas voyager, fais pas ça. C'est ça. Fais pas ça, parce que tu vas être malheureux, maudit. Écoute, Martin, c'est un plaisir. Et puis, pour les gens qui veulent te suivre, il y a ta page Facebook, Martin Turgeon humoriste. Oui. Les dates de spectacle sont là. Oui. On rappelle 15 mai au Cabaret C de Laval. Ça va se passer. C'est un mercredi soir. Et puis, c'est la 4e et dernière représentation au Cabaret C à Laval. Oui, pour le rodage de Heureux malgré tout. Absolument. Ton spectacle. Ben écoute, t'as l'air d'un gars heureux et pas malgré tout. Fait que... Mais malgré la société, je le suis pareil. Cool. Ben, un gros merci, Martin. Ben merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Chronique beauté, Stéphanie Proto, salut! Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Alors aujourd'hui, tu nous parles de microblading. Oui. Aujourd'hui, je vais vous parler de la technique de microblading, à quoi ça consiste exactement. Dans le fond, on voit ça, c'est de plus en plus à la mode. Il y a aussi le semi-permanent, microblading. Mais aujourd'hui, je vais vraiment vous parler du microblading. Comment c'est fait au début? Dans le fond, c'est un petit stylet. C'est comme une petite lame, c'est des micro-aiguilles. Et avec ça, on va pouvoir aller faire comme un peu une petite scarification, puis aller insérer les pigments. OK. Un peu comme un tatouage. C'est ça. Puis on va aller vraiment restructurer le sourcil avec la forme du visage. On va vraiment aller prendre des mesures au niveau des yeux, du nez, vraiment pour aller faire un sourcil parfait. Fait que plus besoin de maquillage. On gagne du temps le matin aussi. Ça, c'est extraordinaire. Oui. Surtout quand on est blonde, là, puis l'été, là, on dirait que les sourcils disparaissent. Oui. Et puis, c'est une technique qui est comme super populaire. Là. On voit ça, ça fait comme 5-6 ans que sur Instagram, là, on dirait que c'est comme le nouveau standard de beauté. Première question que les gens se demandent, est-ce que ça fait mal? T'sais, parce que là, on parle, c'est comme une forme de tatouage, mais c'est pas permanent comme un tatouage nécessairement. Il y a comme plusieurs formes. Là. C'est ça. Ça dure environ pour le microblading de 1 à 3 ans, mais on recommande de faire une retouche. Au début, on va y aller. Après, dans 4 à 6 semaines, à peu près, il faut aller faire une retouche. Puis, chaque année, c'est conseillé pour aller rafraîchir la couleur du sourcil, garder une belle forme. Puis là, au niveau de la douleur, oui, ça fait mal. Puis, on conseille de ne pas faire de pré-anesthésiant. On conseille de ne pas le prendre. Non, parce que ça va aller ramollir la peau. Puis ça va aller déformer un petit peu la peau, fait qu'on veut vraiment avoir un résultat symétrique, super beau. Fait qu'on fait pas de pré-anesthésiant. Mais on va faire une première passe, puis après, on peut aller mettre un anesthésiant. Ouais. La première, c'est un peu plus douloureux, mais après, ça devient super confortable. OK. Et puis, pour ce qui est des teintes de couleur, il faut faire des retouches. Est-ce que, exemple, on change de couleur de cheveux, puis là, la saison d'après, écoute, je voudrais changer. Est-ce qu'on peut rechanger la couleur du sourcil? Tout à fait. OK. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une limite? Après un an, je vous dirais, il y a moyen de changer la couleur sans problème. OK. Et puis, pour ce qui est de l'entretien après, ça ressemble à quoi? On sort du salon, on vient de le faire. Ça ressemble à quoi, la convalescence, si on veut? Bien, je te dirais que les premières heures, il y a de l'enflure, mais ça va s'en aller après quelques heures. C'est environ 7 à 10 jours la cicatrisation. Fait qu'après une demi-heure qu'on est sorti du traitement, on demande d'aller se laver avec un savon antibactérien à l'eau froide. Il ne faut pas frotter. Il va y avoir quelques petites peaux sèches. Il ne faut pas les gratter. Faut pas les enlever. On veut pas que ça fasse une gale. Non, ça, on veut pas que ça fasse une gale. Ça va s'enlever de lui-même. Pas de spa, sauna, piscine pendant 7 jours, pas d'exercice physique qui vont nous faire... C'est ça, de sudation. Il faut vraiment respecter ça. Puis on met de longueur pendant 7 jours, pas de maquillage non plus sur les sourcils. On les laisse guérir. Puis 4 à 8 semaines après, on va aller faire une retouche. OK. Et puis, parle-moi des avantages du microblading versus le tatouage permanent. Parce qu'il y a eu une passe dans les années 80-90 où les gens ont comme fait « le tatouage, on pourrait refaire certains traits ». Mais c'est quoi la principale différence? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent « oh non, tatouage permanent, je veux pas ça. Maquillage permanent, je veux pas ça. » Ça, c'est semi-permanent. Donc, en dedans d'un an et demi, 2 ans, si jamais on décide qu'on change de look ou si ça le fait pas pour nous, plus besoin, ça va s'enlever pas super rapidement. Il y a quand même une bonne résistance, mais je te dirais qu'après 1 an ou 2, ça s'efface. Tandis que, dans le fond, la grosse différence entre le semi-permanent et le microblading, c'est que le semi-permanent, c'est fait à l'aide d'une machine.
Comme une machine à tatouage. C'est ça. Fait que les traits sont moins naturels, ça va rester plus longtemps, c'est aussi beaucoup plus profond dans la peau. D'accord. Que le microblading, c'est un petit outil, ça va pas trop profond. C'est fait à la main. C'est ça, c'est fait à la main, le très, très naturel, comme si on venait de se maquiller, mais pas un gros maquillage effet... Ouais, effet glamour. C'est ça, effet glamour. Ouais. OK. Et puis, pour celles qui sont intéressées, c'est quelque chose que... Est-ce qu'il faut y penser vraiment longtemps en avance ou quelque chose quand même que... Ah, tu sais quoi? Moi, ça m'intéresse. J'appelle à ta boutique, puis on le fait. Ça vous demande une pré-consultation, savoir si vous êtes admissible, les femmes enceintes ne peuvent pas, ceux qui font du diabète, tout ça. Fait qu'on demande une pré-consultation, parler du design qu'on veut, puis après, on prend le rendez-vous. Fait qu'au moins, on peut parler avec la technicienne, savoir un peu ce qu'on recherche, est-ce qu'on est une bonne candidate, regarder aussi un petit peu les couleurs, l'effet qu'on veut avoir, puis après, on prend le rendez-vous. OK. Et puis, pour ce qui est justement de l'effet, tu sais, la part des gens qui vont solliciter ce service-là, c'est parce qu'on veut, on veut recadrer le visage ou on veut économiser sur le temps de préparation le matin. Et ma question, c'est est-ce que les clientes qui l'ont fait reviennent 2-3 ans après et me disent « Hey, tu sais quoi, moi j'aime ça, je continue ». Ah, ben oui. Ouais. Ben oui, ça vient un peu aider un peu comme tout dans l'esthétique. C'est ça, c'est énormément de gain de temps, puis ça va vraiment aller harmoniser le visage. Et puis, quelqu'un qui aurait, tu sais, vraiment aucune idée. Là, je connais des filles, malheureusement, que, bon, écoute, il y a un sourcil qui se fout de l'autre, là, toute bonne. Quelqu'un qui voudrait juste une consultation, puis est-ce qu'on fait un petit dessin, une idée de, regarde dans le miroir, prends une photo, regarde, ça ressemblerait à ça, retourne chez toi, pense-y. Oui, parce que... c'est ça, c'est en plein ça. Fait que, au moins, ça donne une bonne idée, se donner une idée, est-ce qu'on aime ça, on n'aime pas ça, avant d'aller vraiment au rendez-vous, savoir si on le fait. Et puis, la technique, tu peux juste donner une information. Là. On a l'impression que c'est récent, mais c'est quand même quelque chose qui date d'il y a un certain temps, non? Depuis quasiment les années 90 que ça avait commencé. C'est là qu'on voyait les vedettes de cinéma, qu'au départ, les premiers films étaient quand même plus ou moins connus. Puis là, OK, elle est belle, mais là, après ça faisait comme pouf, wow, c'était pas juste du make-up. Là. Il y avait de l'aide en arrière de ça. Écoute, un gros merci. Et puis, pour ceux qui veulent en savoir plus, l'adresse de mes réseaux sociaux. De tes réseaux sociaux. C'est DiamondBeauty_Stéphanie. Merci. Tout simplement. Merci beaucoup. À la prochaine. Chronique cinéma. Cette semaine, Nicolas Vincent, de quoi nous parles-tu? Parce que là, tu as 2 sujets que tu voudrais nous amener. Oui, le film d'horreur Curse of La Llorona. Un film qui était numéro 1 en fin de semaine passée, mais là, avec Avengers Endgame, doit être... Il vient de se faire éliminer, probable. Numéro 2 ou numéro 3, peut-être. Ce qui est intéressant à parler par rapport à ce film-là, c'est que, bon, c'est l'histoire, en gros, d'une mère qui se fait terrorisée par un esprit. Bon, il n'y a rien de spécial, vraiment, dans ce genre d'histoire-là. C'est banal, ça arrive tous les jours. C'est ça, ça arrive à tous les jours. Mais tu sais, il y en a plein de films d'horreur comme ça, comme Annabelle, d'une certaine façon, La Conjuration aussi, La Nonne. Oui, mais c'est dans le trend des films d'horreur modernes, on dirait presque. Exactement. C'est comme la même équipe qui les fait. Bien, justement, c'est ça, oui, parce que tous ces films d'horreur-là que je viens de nommer, Annabelle, La Nonne, La Conjuration, ainsi que Curse of La Llorona, ça fait partie d'un même univers cinématographique, l'univers de la Conjuration, si on peut dire ça comme ça. OK. Et c'est le 6e film de cet univers-là. Et les seuls qui ont réussi en dehors de ces films d'horreur-là, c'est Marvel avec... tu sais, bon, leur univers cinématographique. En place un univers cinématographique. On est rendu à leur 22e avec Endgame qui a débuté en fin de semaine. Et pour ce qui est de l'univers de la Conjuration, il y a 3 autres films en préparation. Le prochain, Annabelle, le prochain, La Conjuration, La Nonne aussi, le 2. Donc... Ces films-là sont arrivés comme depuis 2013 et là, tout à coup, on a droit à cet univers cinématographique-là. C'est sûr que pour ceux qui n'ont pas aimé ce type de film-là, bien, évidemment, Curse of La Llorona, qui est basé sur une vraie légende mexicaine, bien, c'est peut-être pas pour vous. Mais sinon... Pour les fans de films d'horreur. Oui, c'est un très bon choix. DC a essayé de faire leur univers cinématographique. On sait que ça a plus ou moins bien marché. Universal, avec leur univers de personnages de films d'horreur classiques, comme La Momie et puis Dracula, ça n'a pas marché non plus. Ben, ça n'a pas marché. C'est l'histoire, la préhistoire du cinéma, presque. C'est ça, mais ils ont essayé maintenant de faire leur univers avec ces monstres-là. La connexion est un petit peu difficile à faire. On n'est plus dans
la même culture du tout. Là. Ils ont essayé avec La Momie, avec Tom Cruise, le 2 ans. Bon, ça n'a pas marché commercialement, mais tu vois, ces films d'horreur-là, ils arrivent, puis bon, c'est des films qui coûtent une vingtaine de millions et qui rapportent en général 200-300 millions de dollars. Donc ça, c'est du easy money, comme on dit. Exactement. Puis d'ailleurs, c'est tout produit par James Wan, le fameux réalisateur de films d'horreur. Donc, je suis heureux qu'il y ait d'autres univers cinématographiques qui soient capables de bien se développer parce que Marvel, c'est très bien avec leurs 22 je te dirais que c'est films. le principal que je connais, en tout cas. Oui, c'est le principal. C'est eux qui ont commencé ça aussi parce qu'avant, je me rappelle, en 2012, quand j'essayais d'expliquer aux gens que Avengers, ça va être une franchise basée sur plusieurs franchises mises ensemble. Les gens comprenaient pas. Les gens comprenaient pas. Là, tout le monde le sait, c'est facile. Ouais. D'ailleurs, le prochain Endgame, c'est un film qui a battu, même avant de sortir au cinéma, c'est un film qui a battu des records. Le plus de billets vendus avant la sortie du film, ça a été... Les pre-sales, les mises en vente à l'avance. Écoute, les pre-sales, ça a été fait en dedans de 6 heures. Ils ont battu le record. Wow. C'est énorme, là. Il y a une paire de billets qui s'est vendue pour 15 000 $ sur eBay. Pour la première, j'espère, avec les acteurs? Je le sais pas. Ben, sinon, ça justifie pas le prix, là. Écoute, il y a sûrement quelque chose de spécial parce que moi, j'ai pris mes billets d'avance et ils m'ont pas coûté 15 000 $ ma paire de billets du tout. T'es rendu à 13 000, c'est quand même pas pire. Donc, c'est le film le plus long de tous les films de super-héros. On parle de 3 heures. OK, le Titanic de Marvel, finalement. Le Titanic de Marvel, et il faut pas aller à la toilette pendant le film parce que chaque moment est important. Et d'ailleurs, c'est un film qui va peut-être révolutionner la façon qu'on fait le marketing des films parce que toute la promotion qu'on a vue de Endgame, c'est uniquement des moments qu'on voit dans les, semblerait-il, les 15 à 20 premières minutes du film. Wow. Donc, tout ce qui se passe dans le reste des 3 heures, là... On n'a aucune idée. Mais ça, tu vois, c'est rafraîchissant. Parce que la plupart des trailers qu'on voit dans les salles du cinéma ou sur Cinéma Montréal, pour ne pas le nommer, etc., c'est tout le temps les meilleurs bouts du film. Puis on dirait que c'est tellement un condensé du film microscopique que tu arrives en salle puis tu fais comme, ouais, les plus grandes surprises. J'ai l'impression d'avoir déjà vu les punchs, si tu veux. Là, on nous évite ça. On nous évite ça. C'est une bonne chose, ça fait partie... Bien, Infinity War, c'était un peu le même principe aussi. On voulait vraiment pas trop nous en dévoiler, pas nous gâcher les punchs. Et là, semblerait-il, les réactions, ça a l'air que c'est un film absolument incroyable. Je ne sais pas, au moment où on fait cette chronique-ci, le film n'est pas encore de copie, là, sorti. On est mardi, 4 jours avant la sortie du film. Faut pas le dire, c'est la magie de la télé. La magie de la télé, OK. Mais c'est un film, je pense, qui va battre des records au box-office. Écoute, sur YouTube, ça a battu des records. On parle de 1 million de j'aime en... l'espace de 1 heure, 2 heures, là, c'est absolument ridicule. Là. Wow. Genre, il y avait plus de j'aime que de views dessus. On aime avant de le voir. Ah, c'est sûr qu'il y a eu plus de views que de j'aime parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça puis qui ont pas aimé ça, c'est sûr. Mais ce film-là, on n'arrête pas d'en parler, mais il y a tellement peu de choses qu'on sait. Qu'est-ce qu'on sait? On sait juste que les Avengers vont essayer de défaire ce que Thanos a fait et rétablir l'ordre des choses. Comment, pourquoi? On n'a aucune idée. On verra. Mais ce qui est sûr, c'est que vu que c'est la fin de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent de l'histoire des 21 derniers films, moi, je pense qu'on va avoir droit à un gros recap. Je suis persuadé... Un recap ou un reboot? On élimine tout puis on repart avec une nouvelle franchise? Un reboot, ça, c'est la façon à Marvel de faire un reboot. Ouais. C'est sûr qu'ils ne pourraient pas dire d'un matin on fait un reboot d'absolument tout parce que là, on connaît trop les personnages, on est trop... Mais là, c'est une conclusion à tout ce qu'on a vu avant. Donc, je suis sûr que d'une manière ou d'une autre, ils vont finir par aller dans le passé, revisiter certaines choses. Puis ce qui est bien, c'est qu'ils ont eu le temps en 11 ans de regarder qu'est-ce qui passe pas. Et aussi de voir, peut-être qu'on a oublié de préciser cette info-là dans les films précédents. Donc, tu crois qu'il va y avoir des petits correctifs, des petits addendums? Exactement. Moi, je suis sûr. Mais quand on va voir cette chronique-là, je pense que les gens vont avoir la réponse. Ils vont déjà avoir la réponse, ou peut-être pas. Ou peut-être pas, peut-être qu'ils l'auront pas encore vu. Peut-être que tu es un grand devin, puis t'auras juste deviné le tout. Peut-être. Moi, je pense que oui. Cool. OK, on se voit la semaine prochaine pour une chronique cinéma. Donc, ce week-end, on s'en va voir Avengers Endgame. C'est ça qu'il faut voir. On entre
pouviez pas vivre face à votre échec. Et ça vous a mené où? Aujourd'hui, on a le bonheur de recevoir Joanne McMillan. Salut! Bonjour! Donc, coordonnatrice, et Geneviève Duval, chargée de projet responsable de la campagne de valorisation de la lecture Regroupement Lavallois pour la réussite éducative, le RLPRE, pour ne pas le nommer. Donc, Joanne, on se voit à plusieurs reprises au courant de l'année parce que le Regroupement Lavallois pour la réussite éducative, vous êtes vraiment impliqués. On veut que les étudiants et que les jeunes apprennent, qui restent à l'école. Et puis, là, il y a un nouveau volet qui sort, une campagne qui s'appelle « Lire, ça se vit ». Et c'est pour ça que Geneviève, elle est ici. C'est la chargée du projet. Oui, tout à fait, mais je peux peut-être faire une petite introduction. Certainement. Parce qu'en fait, le regroupement, en effet, se préoccupe de réussite éducative et la lecture est un déterminant important. Vraiment, oui. Et ce qu'on cherche à faire avec ce nouveau projet de campagne, c'est vraiment de mettre la lecture en valeur sous toutes ses coutures. Puis il faut voir aussi que ce projet-là s'installe dans un plan d'action qui a été développé par un chantier d'une trentaine de partenaires qui sont membres au regroupement et avec qui on a défini un certain nombre d'activités régionales qu'on voulait faire ensemble pour faire une différence. Parce qu'à Laval, il se fait beaucoup de belles choses pour la lecture. Tout à fait, oui. Soit pour la soutenir ou la valoriser, mais on voulait vraiment là, s'assurer que les partenaires parlent d'une même voix, envoient les messages de la même façon, puis aussi soutenir la promotion là, de ce qui se fait aussi. Alors, oui. Le projet de campagne s'installe dans ce plan d'action, tout comme un colloque qu'on vient de vivre la semaine dernière, qui était ici au Palace, où il y a eu au-dessus de 160 partenaires qui sont venus entendre des conférenciers qui font de la recherche sur ces sujets-là et qui sont venus alimenter là, nos pratiques. Donc, on voit que c'est un projet qui s'inscrit là, dans quelque chose de plus large, puis qui a pris la forme de Lire, ça se vit. Oui. Parce qu'en fait, nos partenaires, quand on leur a dit qu'est-ce qu'on devrait dire pour promouvoir la lecture, vous auriez dû voir tous les messages qui ressortaient. Et là, le défi, ça a été avec Geneviève, avec l'équipe du regroupement, puis même un comité de travail aussi là, qui nous a aidés à développer cette campagne là, qui se décline. Et qui se décline parce que, écoute, je vais vous montrer la fiche qui comporte plusieurs fiches. Oui. Donc, écoute, si tu veux me parler des activités qui vont être en lien avec ça. Oui, tout à fait. Bien, Geneviève, je te laisserai peut-être un peu là, expliquer le concept là, qui se décline avec Lire, ça se vit. Oui, en fait, on a choisi de mettre des verbes parce qu'on voulait être dans l'action. On voulait pas seulement représenter la lecture comme quelque chose qu'on fait seul, tranquille, dans sa chambre avec un livre. On voulait vraiment exploser l'image de la lecture. Donc, lire, c'est semer, c'est se nourrir. Donc, se nourrir autant au niveau intellectuel qu'au niveau de se nourrir. On a besoin d'un livre de recettes, d'une fiche recette, peu importe, pour manger. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a joué avec les verbes pour chacun des Donc, on a 6 verbes qui résument la campagne, qui seraient semer. Lire, c'est semer. Lire, c'est jouer. Lire, c'est partager. Lire, c'est construire. Lire, c'est se nourrir. Et lire, c'est découvrir. Oui, exactement. L'intérêt, comme disait Geneviève, c'est de faire éclater la lecture. Et ce qu'on se rendait compte, c'est que les gens nous disaient dans différentes organisations, « Ah, moi, je lis pas. » Vous lisez pas. Vous êtes sûr que vous lisez pas? Je pense qu'on se rend pas compte à quel point on lit dans une journée. C'est juste qu'on n'a pas un bouquin dans les mains. Exactement. On voulait faire sortir la lecture du classique livre. Ouais. Puis de dire, ça se lit sur des tablettes, ça se fait en faisant des jeux, ça se fait en faisant une recette, en construisant. Quand on fait en un lisant plan... les textos des amis qui sont pas toujours bien écrits aussi. Tout à fait. Alors, voilà. Puis l'idée aussi de décliner, c'est que ça nous permettait de rejoindre un vaste public. Oui. Et puis, justement, le public qu'on veut capter, on s'entend, c'est les jeunes qui sont à l'école, c'est les gens qui sont déjà dans le milieu scolaire, mais avec tous les médias sociaux, les jeux, les univers virtuels, etc., est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui de connecter avec les jeunes étudiants puis leur mettre un livre dans les mains parce que le livre, c'est comme, c'est old school, ça, c'est quoi, c'est en papier, ça? On dirait que quand ça n'a pas de batterie, ça les intéresse pas. Est-ce que c'est une illusion que j'ai ou c'est un peu comme ça? Mais je pense qu'au niveau de la petite enfance et tout ça, le livre jeunesse se porte bien, là, donc ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'il y a peut-être un petit déclin au niveau de l'adolescence, mais qui a aussi toujours été un peu là. Donc, effectivement, ils lisent peut-être, je pense pas qu'ils lisent moins, mais ils lisent différemment.
différemment ou il faut les approcher d'une façon qui est différente. Une période où est-ce que ça lisait des Archie à cette période-là, où ça lisait Harry Potter. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui est en vogue dans les trucs littéraires pour les jeunes? Mais en fait, même chez les ados, il y a une conférencière la semaine dernière qui nous disait c'est pas vrai que les jeunes boudent le livre. C'est pas vrai? C'est pas vrai. En fait, c'est une idée. On les voit beaucoup sur leur machine électronique, mais si on leur propose de lire, c'est pas la liseuse qui va ressortir, c'est vraiment le livre. Ils ont besoin, eux autres aussi, du côté plus papier, de la bande dessinée aussi. Elle se porte bien, la bande dessinée. C'est vrai, les mangas et tout ça, donc, c'est très populaire. oui, c'est ça. Faut juste faire attention. Puis ce qu'on veut, c'est de remettre la lecture à l'avant-plan, puis en disant, vous le faites, puis vous en tirez du plaisir. Parce que la notion de plaisir et le goût de lire, ça doit s'attacher ensemble. C'est la décharge de dopamine qui fait qu'on veut y retourner. Tout à fait. Et on va y prendre plaisir dans différents environnements, dans différents univers. Quelqu'un qui est en train de faire, ne serait-ce que de remonter un meuble IKEA, mais tu es en train de lire un plan, là. Tout à fait vrai. Tu as du plaisir à lire. Parce que tu es Ça dépend du plan IKEA, je On pourra en reparler longuement. Mais l'idée, c'était de ressortir toute cette dimension-là, des avantages, des plaisirs, et que vraiment les gens en remettent un peu plus dans leur vie aussi, à la limite. Là. OK. Puis les gens qui veulent en savoir plus, bien, il y a évidemment le site web du regroupement Lavallois pour la réussite éducative, le rlpre.org, et le tout nouveau site pour, justement, cette nouvelle campagne, liresasevie.com. Donc, on invite les gens à aller là. Et puis, s'il y a un petit incitatif supplémentaire, il nous reste quelques secondes, là, une de vous deux, qu'est-ce que ce serait? On regarde la caméra puis on parle à un jeune puis on lui dit, écoute, faut que tu viennes, faut que tu embarques. Bien, en fait, moi, je dirais, s'il y a un message, là, Geneviève pourrait valider, mais c'est les familles. C'est tous les gens qui sont dans une même famille qui doivent devenir un peu des modèles lecteurs, scripteurs, parce que ça commence tout petit et ça se poursuit tout au long d'une vie, ce plaisir-là. Et il faut le développer, le nourrir, le faire grandir, lire, c'est semer, lire, c'est construire. On sent vraiment toute la construction qui doit se bâtir. Puis peut-être une idée d'activité plus précise, Geneviève, qui vient d'une de nos fiches, parce que la campagne, elle invite à l'action. Ben oui, on incite à l'action. C'est pour ça que c'est important d'aller voir le site. C'est ça, toutes les fiches se retrouvent sur la fiche, mais chacune des fiches est téléchargeable à partir du site Internet qu'on a nommé. Puis dessus, il y a vraiment des activités qui sont plus précises. Par exemple, promenez-vous en nature avec un livre pour identifier les plantes, les oiseaux et d'autres animaux. Donc, c'est ce qu'on veut dire. Lire, c'est partout, c'est dans le quotidien de chacun et pour tous. Donc, on incite à l'action. Vous êtes professeur, amateur de lecture, bien, partagez ça sur vos plateformes sociales. liresasevie.com. Un gros merci, les filles. Merci. Monte Cambronne pour la suite, mais je suis sûr que ça va bien aller. Oui, ça devrait. On va vous revoir bientôt. C'est clair. Merci. Merci. Bientôt aura lieu à Laval le Salon de l'emploi 40+. Donc, on reçoit Francine Bouchard, chargée de projet. Salut. Bonjour. Ça va bien? Alors, formatrice pour l'association Midi 40, association qui célèbre ses 30 ans cette année. Exact. Bien, l'année dernière. L'année dernière, oui. On est encore dans notre 30e. On est encore dans le 30e, on célèbre encore. Oui. Écoute, là, vous venez nous parler d'un salon de l'emploi destiné aux 40 ans et plus qui tiendra à Laval. Et on a déjà beaucoup de gens qui seraient intéressés parce que c'est des très, très beaux emplois. J'ai une liste ici partielle là, des compagnies. Il y a SFL Gestion du patrimoine, on a Commission scolaire de Laval. Il me semble avoir vu aussi d'autres noms comme Financière Sun Life, Garda World, Fenêtre Magistrat. Écoute, il y a de l'emploi de disponible pour ceux qui en veulent. Absolument. OK. Premièrement, si tu pouvais me parler de Midi 40, l'organisation Midi 40, qu'est-ce que c'est au juste? Puis après ça, on va passer au Salon de l'emploi. Avec plaisir. Alors, Midi 40, c'est une entreprise à but non lucratif qui est à Laval depuis 30 ans et qui aide les gens de 40 ans et plus à se trouver un emploi. Essentiellement, c'est notre raison d'être. Aussi, de plus en plus, on développe un service aux entreprises pour faire le lien entre nos chercheurs d'emploi et les entreprises qui sont en recherche d'employés expérimentés. D'accord. Est-ce que vous êtes un petit peu comme
certaines compagnies qui sont comme des chasseurs de tête, des trucs comme ça, ou c'est pas vraiment, vous êtes juste entremetteurs, facilités? On est entremetteurs, oui. Okay. On aide la clientèle de 40 ans et plus, c'est notre créneau. Puis on aide de plus en plus, on fait le lien. C'est de là la création des salons de l'emploi il y a 3 ans. On fait le lien entre les entreprises et les chercheurs d'emploi. Comme on sait, avec la pénurie de main-d'œuvre présente, c'est quelque chose qui est vraiment important et on rend beaucoup de services à beaucoup de monde. Oui, hein? Et puis, parle-moi pourquoi que c'est les 40 ans et plus. Souvent, on va penser que c'est plus des personnes qui arrivent sur le tard, c'est changement d'emploi à 50, 60 ans, la retraite arrive, là, ça commence à être vraiment très compliqué. Vraiment, est-ce qu'aux alentours de 40 ans, il y a des gens qui ont de la difficulté à se trouver de l'emploi à cause de leur âge, vraiment? Oui, c'est sûr que ça arrive, oui, absolument. Puis plus on avance dans l'âge, plus il y a un petit peu de préjugés à ce niveau-là, okay. Mais ça devient de moins en moins vrai parce que de plus en plus, les entreprises répondent à notre appel et puis ils sont très heureux d'embaucher. C'est des gens fiables, c'est des gens sur qui on peut compter, c'est des gens expérimentés. En fait, 40 % de notre clientèle est de 40 à 54 ans et 60 % est de 55 et plus. Wow! Oui. OK. Et puis, les genres d'emplois qu'on peut retrouver au Salon de l'emploi. Là, on a mentionné quelques noms d'entreprises, oui. de corporations, d'organismes qui cherchent, mais, ouais. On a un groupe de chercheurs d'emploi qui sont des cadres et professionnels, autant qu'on en a des journaliers, autant qu'on en a comme support administratif, on en a pour tous les goûts et on a les emplois pour ça. Si tu prends un endroit comme la Ville de Laval ou la Commission scolaire de Laval, ils ont besoin de toutes sortes de postes, de tout acabit. Alors, ils sont très heureux de venir chez nous. Autant on a des demandes aussi dans le commerce de détail pour des conseillers à la vente, naturellement, mais on en a pour des journaliers, des emballeurs, des livreurs. On en a pour les bureaux, naturellement, administratifs. Oui, ben oui, puis surtout... Puis des cadres et professionnels, on a des demandes, absolument. OK. Et puis... votre principale source de référencement de clientèle, c'est Emploi Québec. Absolument. Okay. Oui, Emploi Québec, mais il y a aussi beaucoup de bouche à oreille parce que quand ça fait 30 ans qu'on est en affaires, le mot se passe dans le milieu et puis les jeunes viennent d'eux-mêmes. On a des appels téléphoniques. C'est sûr qu'on a un site Internet. On est maintenant sur LinkedIn. On a une page Facebook. Alors, c'est de plus en plus facile de recruter nos chercheurs d'emploi. Naturellement, il faut garder en tête qu'on est dans un contexte de pratiquement plein emploi. Alors, c'est plus difficile à trouver. Oui, c'est sûr qu'on invite tous les gens résidents de Laval à venir nous voir. C'est des services gratuits pour les 45 ans et plus. Et le 2 mai prochain, de 8h30 à midi, il se passe quelque chose. Il y a déjà 12 entreprises qui ont confirmé leur présence et qui ont plus de 50 postes à combler. Et là, on accueille d'autres entreprises qui vont chercher aussi des postes, qui vont venir se présenter. Non, on n'accueille pas d'autres entreprises. Okay. On accueille des candidats de tout acabit. Ils n'ont pas besoin d'être clients chez Midi 40. C'est très bien. S'ils ne sont pas clients, ils peuvent venir de Montréal, de Lanaudière, de Laval. On accueille les gens de partout en recherche d'emploi. Le seul critère qu'ils doivent avoir, c'est d'avoir 40 ans et plus. On a même des postes pour les retraités, les semi-retraités, les gens qui veulent du temps partiel, du temps plein. On en a moyen d'accommoder beaucoup. Absolument, c'est ce qu'on essaie de faire avec nos entreprises. Et les entreprises accommodent de plus en plus à cause de la pénurie de main-d'œuvre. Puis cette pénurie de main-d'œuvre, tu peux nous en parler? Toi, tu es dans le vif du sujet, tu le vis au jour le jour parce que tu travailles dans ce milieu-là. Ça ressemble à quoi? T'sais, souvent, on s'imagine que la pénurie de main-d'œuvre, c'est les petits jeunes de 16 ans qui ne veulent plus travailler au fast-food du coin. C'est pas nécessairement ça, là. Non, bien, ce qu'on vit, nous autres, chez nous, par exemple, c'est les entreprises qui ont des grands besoins. Ça fait 3 ans qu'on met en place ces salons de l'emploi-là. Alors, on est à notre 19e édition. La première année que j'ai débuté les salons de l'emploi, je devais courir après les entreprises pour qu'ils viennent à nos salons. Et j'avais de la difficulté, ça me prenait du
du temps et tout ça. Maintenant, j'en refuse. Wow. Je refuse des entreprises parce qu'on n'a pas la place physique pour tous les accommoder. Wow! Donc, Alors, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est un beau problème. C'est Vraiment, c'est un beau problème. Puis il faut dire aussi que pour les chercheurs d'emploi, naturellement, c'est gratuit. Oui. Pour les employeurs, ils payent un tarif montant forfaitaire très pour, petit, mais... pour justifier le travail. Oui, un peu, oui. Voilà. Oui. OK, donc ça se passe le 2 mai prochain, 8h30 à midi. Ça sera au deuxième étage du centre Duvernay, soit au 3100 boulevard de la Concorde-Est à Laval. Bien, écoutez, un gros merci. Et puis, merci. le 2 mai, si vous cherchez un emploi, cherchez plus, allez voir Exactement. midi 40, le Salon de l'emploi pour les 40 ans et plus. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Salutations! Vous savez, j'ai toujours un grand plaisir de voir des dames qui s'impliquent. Liliane Dufour, vous êtes une femme lavalloise qui s'implique beaucoup. Oui. Mais vous êtes une petite Saguenéenne, vous venez de Saguenay. Oui, la belle ville de l'Abbé. De l'Abbé. Oui, à l'Abbé, où exactement il y a eu le déluge. Là. Je viens de là et je suis fière et même j'aimerais y retourner un jour dans mes vieux jours. Oui. Mais on ne demeure pas toujours à Saguenay. Pour une jeune fille comme vous, à l'époque, vous avez eu un cheminement assez bizarre. On vous a vu même au Maroc, il semble-t-il. Oui, j'ai eu la chance d'aller avec mon frère vivre au Maroc. J'ai fait des études là, pendant 2 ans. Alors, je vivais vraiment là, comme le pays et je me suis vraiment intégrée. Non, c'était une très belle expérience. Je suis allée dans un lycée français, j'ai fait des cours en droit. J'ai vraiment aimé mon expérience là-bas. Ça apporte quoi, aller au Maroc comme ça, comme expérience de vie? Comme expérience, bien, c'est certain que nous, au Saguenay, c'est petit. Et même pour nous, Montréal, c'était loin, puis c'était presque dangereux d'aller à Montréal. Alors, ça a été une ouverture sur le monde. Ça a été des rencontres, des multiples rencontres de tous les pays. Ça a été une expérience extraordinaire. Alors, à la suite de ça, bien, j'ai resté à Montréal. Une jeune fille de Saguenay devait être très populaire là-bas. Oui. Oui, j'ai eu beaucoup de prétendants, d'ailleurs. Mais oui, c'est vrai, surtout à l'âge de 18 ans. Hein, c'est quand même l'âge idéal de la beauté. Et puis, oui, mais écoutez, ça va bien encore. Quand même. Oui. Maintenant, après Saguenay, qu'est-ce qui est arrivé? On quitte Saguenay pour... On quitte Saguenay pour venir continuer ses études à Montréal. J'ai fait un petit peu des études dans tous les domaines. Je me cherchais, si vous voulez. Et tout en travaillant, parce que là, il fallait que je travaille. Et je me suis impliquée, partout où je travaillais, je me suis impliquée socialement, dans les clubs sociaux. Puis c'est ce que j'ai fait dans un de mes derniers emplois. J'ai été pendant 15 ans de temps m'occuper, à organiser pour le club social. Et moi, j'aimais que les gens se parlent et échangent, etc. Alors, c'était comme un mandat que je m'étais donné, mais il faut dire que j'ai toujours été dans le bénévolat depuis que je suis jeune, parce que mes parents étaient partout dans les Chevaliers de Colomb, étaient dans les résidences pour les personnes âgées. Et j'étais impliquée même dès l'âge de 6-7 ans. J'ai fait du bénévolat. Vous avez une formation en comptabilité. Vous avez travaillé à la coopérative fédérée. Oui. Donc, toute une belle expérience de vie. C'était une belle expérience. J'ai aimé ça parce que vous savez que la Coop fédérée, c'est une très grande compagnie ici au Québec. Et c'est une fierté pour moi d'être là. Il y a une ouverture incroyable. On a pu avoir du bagage, autant au niveau de la recherche, J'étais en comptabilité, mais surtout dans la recherche porcine. Et j'ai beaucoup aimé mon travail. J'ai quitté à cause du trafic, parce que là, j'en avais comme marre de toujours à me battre sur la 15, etc. C'est ça qui vous a emmené à Laval. Oui. Puis j'ai eu, une belle occasion, une occasion en or de toucher au monde politique. Mais c'était sur le plan provincial. J'ai travaillé dans mon bureau de comté, donc c'était génial. C'était à côté de chez moi. Pour moi, c'était merveilleux. Et ça m'a tellement rejoint parce qu'avec la politique, on est avec le monde, on est de proximité, faut être en contact
tout le temps avec les citoyens, avec les organismes, tout ça. Et moi, c'était le bonheur, le bonheur. Là. Donc, vous étiez attaché politique? Attaché politique dans le temps, c'était avec M. Ouimet. Avec M. Ouimet, oui, j'ai bien connu M. Ouimet. Ouais. Et un type vraiment était... C'était un homme de cœur, oui. C'était un homme très impliqué au sein du secteur. Puis ça a été un bonheur de travailler. Tout parti confondu pour l'homme. L'homme était extraordinaire. Oui. On était vraiment dans la même pensée. On pensait exactement la même chose. C'était le bien des citoyens. C'était... tout était pour les citoyens, les organismes. C'était important. Les bénévoles, pour lui, c'était de l'or en barre. C'était... Alors, mon Dieu, moi, c'était pas un travail du tout pour moi. Là. J'ai adoré ça. Donc, quels sont les plus grands besoins des citoyens? Lorsqu'on vient vous consulter, quels sont les besoins les plus répétitifs qu'on demande? Moi, ce que je pourrais dire, c'est la qualité de vie dans leur propre secteur. C'est ça qui est en demande, que ça soit sur le plan des activités, offrir plus d'activités pour les jeunes, en adapter aussi pour les personnes plus âgées, parce que ce qu'on remarque, c'est un manque flagrant d'activités pour les personnes âgées. Alors, on veut les garder actifs. Mais... Les personnes âgées. Oui. Bon, ils représentent près de 30 de la population. Mm-hmm. Ils sont très fragiles. Qu'est-ce qu'ils vous demandent, les personnes âgées surtout? C'est la sécurité, quoi? C'est une sécurité. Oui, une sécurité dans son secteur. Quand ils vont prendre des marches, c'est une sécurité qu'ils savent qu'il y a une sécurité policière qui est là. Puis qu'ils ne soient pas laissés à eux-mêmes. Puis, bon, souvent, il y en a qui ont tendance à se perdre. Mais c'est ça, c'est sentir qu'il y a une sécurité, puis qu'ils sont bien entourés, puis qu'il y a un service aussi adapté à leurs besoins. C'est bien entendu, parce que moi, je fais beaucoup de bénévolat, entre autres, au CHSLD. Oui, bon, oui. Comptez-moi ça. Oui, parce que ça, c'est un engagement. Quand j'ai commencé à travailler pour l'opposition officielle, c'était j'ai demandé à être à temps partiel pour me permettre de continuer mon bénévolat parce que je suis très impliquée dans mon quartier. C'est important. C'est autant important pour les gens que pour moi. Alors, moi, c'est un besoin que j'ai et c'était pas question que je laisse ça. Et la politique municipale, qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne l'occasion d'être prêt, justement. C'est ça. Donc, vous êtes impliqué maintenant dans la politique municipale. Mais c'est votre personne, votre objectif, c'est d'aider la population. Oui, c'est d'être au service de la population parce que les gens n'ont pas tendance à demander, hein? Ils disent de toute façon, ça donne rien ou bon, puis tu sais, bon. Alors moi, c'est vraiment d'être là. Puis moi, en étant bénévole partout, je suis disponible partout. Puis c'est ça que je veux que les gens se disent, mon Dieu, justement, je voulais te parler de telle chose que je vis présentement. Puis oui, je suis là. Donc, c'est comme parler à un ami. Et moi, mon devoir, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça. Liane Dufour, vous êtes une femme extraordinaire. Ah, mon Dieu! Et pourtant, je le dois à mes parents. Probablement, ça vient de là. Mais c'est un besoin que j'ai. D'aider les gens, je suis bien avec ça. Tiens, merci beaucoup. Et on aura le plaisir de se revoir bientôt. J'espère. Merci à vous. Puis merci pour l'invitation, M. Lapierre. Merci beaucoup. Merci. Ce soir, on est à l'école secondaire Laval Senior Academy pour venir voir le TEDx Youth 2019, deuxième édition. Alors, on a rencontré quelques-uns des participants, bénévoles et organisateurs. Allons voir ce que ça donne. Alors, on est à la soirée TEDx Youth Laval ce soir et on a le privilège d'interviewer une des présentatrices ce soir. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va bien? Oui. Et puis, de quoi tu vas parler ce soir lors de la conférence TEDx? De la révolution d'Alexander Hamilton. Oh! Et pour quelle raison as-tu choisi ce thème? Parce que Alexander Hamilton fait partie d'une pièce... ça a été fait en une pièce de théâtre, puis c'est une de mes pièces de théâtre préférées. Alors, j'ai décidé de faire ça. OK. Et puis, c'est quoi que tu aimerais que les gens retiennent de ton message que tu veux livrer ce soir? Que même s'ils viennent d'une place défavorisée, ils peuvent faire n'importe quoi qu'ils veulent si ça leur tente. Nice, cool. Et là, je vois que tu es accompagné de plusieurs amis, mais vous faites pas de scène ce soir.
OK. Donc, vous allez m'expliquer, je vais vous demander c'est quoi votre nom, chacun votre tour. Vous allez me dire qu'est-ce que vous faites ce soir ici. Bonjour, mon nom est Brandon DeVito. All right. Et aujourd'hui, je suis ici pour aider tout à fonctionner durant l'événement. Dans le backstage? Oui, oui. Donc, tu t'occupes de t'assurer que personne s'enfarge dans les fils, que tout va bien. Exactement, oui. OK, cool. Et toi, ton nom? Mon nom, c'est Anastasia, puis je fais un peu comme Brandon, je suis backstage, mais plus genre dans le devant de la scène. Je suis pas vraiment derrière les coulisses, je suis plus les yeux genre de devant. OK. T'assurer que tout va bien d'en avant, que ça paraisse bien, puis si quelqu'un dépasse en arrière, hop, dispatch, on voit ta tête. OK, parfait, good. Ton nom, c'est quoi? Émilie, et je fais comme les autres, mais j'aide plus les gens à aller sur la scène aussi. OK. Donc, assistante scénique. All right. Et toi, ton nom, c'est? Moi, c'est Maxime Grève. right. Je suis un enseignant ici à Laval Senior Academy et j'ai encadré le projet pour nos jeunes étudiants ici. Bon, ben écoute, je vais demander à nos amis de se rapprocher, qu'on rentre tous dans l'image. Et puis, explique-nous au juste qu'est-ce que c'est TEDx Laval et, premièrement, TEDx Youth Laval, parce que c'est la particularité. Effectivement. TEDx, en fait, c'est des conférences TED qui sont organisées indépendamment. Ouais. Et la particularité de TEDx Youth Laval, c'est que c'est fait par des jeunes pour les jeunes. C'est des jeunes qui ont monté le show aujourd'hui, puis c'est eux qui vont parler aussi et faire les speeches aujourd'hui. Et puis, le range d'âge, là, on voit que c'est tous du monde de secondaire. Ça range d'environ quel âge à quel âge? Bien, on a des élèves donc, de notre école ici, c'est secondaire 3, 4, 5, mais on a aussi des élèves qui viennent du primaire aujourd'hui qui sont venus nous aider. OK. Et puis, les conversations TEDx, est-ce que ça ressemble vraiment à ce qu'on a pu voir dans les 10-12 dernières années sur le web, ou est-ce que là, c'est des grandes élocutions, là? On a You don't think so? Well, maybe. Bien, ça dépend parce que c'est vraiment varié. Les TED Talks, les sujets sont tout le temps variés. La durée peut être un petit peu variée aussi, dépendamment. Donc, et c'est vraiment leurs idées à eux qui viennent sur scène. C'est pas nous qui d'écrire un sujet pour eux, quoi que ce soit. Donc, ça vient vraiment d'eux. Donc, ouais. Et puis toi, qu'est-ce qui fait que tu as décidé de... Moi, je m'implique dans les TEDx Youth. Je veux que les jeunes puissent participer. Je veux qu'ils vivent l'expérience TED et puis qu'ils puissent livrer un message. Toi, sais-tu que t'as comme secrètement le souhait de toujours avoir voulu faire un TED Talk, puis c'est comme une façon de le faire, ou... Non, en fait, je connaissais pas ça l'année passée, les TED Talks. Ouais. Puis on m'avait demandé pour aider avec le projet parce que ça avait commencé l'année passée, TEDx Youth Laval. Ouais. Et puis j'avais décidé d'embarquer pour aider. Puis j'avais vraiment aimé l'expérience, puis de voir les jeunes sur scène partager leurs idées, leurs propos. J'avais trouvé ça vraiment, vraiment le fun. Donc j'ai décidé de rembarquer dans le projet cette année. Et puis, les gens qui font les prestations, comme dans une session TEDx normale, sont suivis avec un certain niveau de coaching parce qu'il y a des règles établies. Il ne faut pas que ça dépasse 18 minutes, je crois. Mais nous, c'est 5 parce que c'est TEDx Youth Laval. Ouais, c'est un peu plus Youth, court. Exactement, c'est plus court. Mais oui, il y a beaucoup de règles, les règles TED à suivre. Puis on les a encadrées. Nos speakers ils ont parlé avec une coach toute la journée. Vendredi aussi, il y en a ça fait plusieurs semaines qu'ils parlent avec elle. Donc oui, ils sont encadrés, puis on les aide là-dedans. Et puis les sujets ce soir qu'on va s'attendre, qu'on va entendre finalement, ça parle de tout et de rien. Il y a un thème ce soir. Je peux laisser les gens ici vous donner c'est quoi le thème de ce soir? Oui, j'aimerais ça. Tiens, on va se pratiquer avec toi. Là, on va te réchauffer. Tu vas arriver sur scène, tu vas être prête, puis tu vas faire « yeah ». OK. Le thème, c'est la révolution. D'accord. Ouais, la révolution de n'importe quoi. C'est pas obligé d'être comme la révolution française. Ça peut être une révolution comme personnelle ou culturelle ou n'importe quoi. OK. Donc, on parle de révolution ce soir. Et puis, pour vous, si je parle révolution, ça veut dire quoi, toi? Je crois que ça veut dire d'être plus... de développer vos compétences en qu'est-ce que tu veux. Nice. Pour toi, ça veut dire quoi? Ça peut dire différentes choses, mais je pense plus spécifiquement d'une façon, ça serait du changement, mais en groupe. Ouais. Que tout le monde a la même idée de changement et c'est pas nécessairement violent, c'est plus calme, mais tout le monde embarque sur le même changement. L'idée qu'on soit sur la même longueur. Et tout le monde veut le même goal à la fin. Et pour toi? C'est la même chose comme les idées, comme le changement et le développement comme avec les idées. L'édition TEDx Youth 2019 à l'École Académie Senior Laval. Mon nom est Stéphanie Léveillé-Denis pour TVRL.
C'est ce qui complète l'émission pour cette semaine. Revenez-nous à Info TV Laval la semaine prochaine, mais dans quelques instants. Oh, Bingo TV Laval avec 3 500 $ en prix à gagner, donc 2 500 $. La carte pleine. Oh, vous voulez gagner de l'argent dans votre salon dimanche matin, café en main? Tout simplement, visitez tvrl.ca pour la liste des points de vente ou facebook.com/TV Laval 9 pour plus de détails. Sur ce, je vous laisse. Soyez sages et passez une excellente semaine printanière.